Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h aujourd'hui du 30 avril 2015. Ce soir à la une, je serai avec mon collègue Denis Vanier, journaliste également de la rédaction, qui nous expliquera la situation très compliquée des Roms qui ont été expulsés hier du campement de Tougas à Saint-Herblain et qui ne savent plus où aller. Et on verra plus particulièrement la situation à Indre où le maire de la commune ne sait plus quoi faire et où les habitants s'organisent pour empêcher l'accès de la ville aux Roms. Et puis avec notre invité Laure Barthé, on va changer complètement d'ambiance, on vous donnera une idée de sortie pour ce week-end de 3 jours qui s'annonce. Pourquoi ne pas aller revivre l'époque médiévale dans la cour du château de Châteaubriand avec artillerie et banquet? C'est ce qu'on vous proposera. Et en fin d'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir un tout nouveau chroniqueur. Il s'appelle Alexis, il est cinéphile de son état. Et ce soir, il nous propose de redécouvrir un classique de chez Classique qui s'appelle Jurassic Park et c'est au cinématographe à Nantes. Voilà le programme de notre émission qui démarre après la virgule. Bonsoir Denis Vanier. Bonsoir, Lise. Merci de nous rejoindre. Avec vous, on va voir la situation, comme je le disais, très compliquée des Roms qui ont été expulsés des campements de Tougas à Saint-Herblain hier matin par la gendarmerie. Et ça a pris tout le monde de court. Hier matin, vers 6h, les gendarmes, les policiers sont intervenus à Tougas. C'est près de la déchetterie, pour ceux qui connaissent un peu Saint-Herblain. Là, 2 camps Roms qui perdurent depuis des années. On le voit à l'image, ça c'est le résultat des opérations. Le champ a été labouré pour éviter le retour des Roms. 128 caravanes étaient installées ici. Elles ont été expulsées suite à une décision de justice, puisque Total et le port autonome Nantes-Saint-Nazaire avaient déposé un recours pour récupérer leur terrain. Oui, ils sont propriétaires de ces terrains. Ils sont propriétaires de ces terrains. Donc le préfet a fait exécuter ces décisions. Après, on ne sait plus trop ce qui s'est passé. En fait, les Roms ont été invités à partir sur les routes, comme ils le font d'ailleurs sur l'agglomération nantaise depuis des années. C'est un peu leur quotidien. C'est après que ça a été la confusion absolument totale, puisque certains ont essayé d'aller à Couëron, d'autres à Indre. Une mobilisation immédiate s'est produite du côté des habitants, aussi des élus de la police municipale, pour essayer d'empêcher ces caravanes d'accéder à leur commune. On l'a vu à Couëron hier toute la journée. Alors on est allé, nous ce matin, voir à Indre comment ça se passait, puisque on a entendu parler sur les réseaux sociaux, comme vous peut-être, de ces groupes d'habitants qui se constituaient, qui s'aggloméraient autour des ronds-points pour empêcher les caravanes. Milices de façon un peu exagérée. Donc on allait voir sa fameuse milice. On allait leur poser la question, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils font sur ces ronds-points. Et là, on a trouvé une situation encore plus confuse. C'est-à-dire que là, on est arrivé juste à côté de Bassindre, puisque Indre est constitué de plusieurs villages, Indrette, Bassindre, Autindre. Du côté de Bassindre, une quinzaine de caravanes étaient agglomérées ici. Et il y avait une certaine tension, puisque des groupes d'habitants étaient obligés de s'interposer, de se mettre au milieu de la route pour empêcher les caravanes de passer. On va le voir sur ces images, les caravanes ont pas arrêté de faire des demi-tours en fait toute la matinée. Elles étaient bloquées à plusieurs ronds-points. Des caravanes donc avec des familles dedans, des enfants, des femmes, sans doute une centaine de personnes en tout. Ce qui signifie concrètement qu'en fait l'expulsion, elle n'était pas, enfin on ne savait pas que faire derrière en fait. Voilà, on expulse d'un camp, mais on ne sait pas. Voilà. Le directeur de cabinet l'avait bien expliqué d'ailleurs aux élus qui sont allés le voir hier pour savoir ce qui se passerait ensuite. Il n'y avait rien de prévu, puisque la préfecture se contentait d'appliquer une décision de justice. Donc les élus ont composé, et notamment le maire d'Indre, et notamment les habitants. Alors on est allé voir d'abord les habitants pour voir exactement comment ils opéraient. Et on est tombé sur cette scène, vous allez le voir, c'est assez surprenant. C'est les habitants qui ont fait la circulation, finalement. Laissez passer, Louis, laissez passer pour tout faire là-bas. Nous, on est là tout simplement pour en faire une action citoyenne. C'est pas une milice, loin de là. Loin de là, il faut enlever ce mot-là de la bouche des gens. Alerter les pouvoirs publics. C'est simplement, voilà, exactement, alerter les pouvoirs publics pour qu'ils viennent nous aider. Cette nuit, il y a eu un tour de garde. Les habitants sont venus tour à tour. Pas tour de garde, façon de parler. On était là pour montrer qu'on était déterminés à ne pas les laisser rentrer chez nous, c'est tout. Pourquoi vous ne laissez pas faire la police ou la gendarmerie? Parce que là, actuellement, il n'y a plus personne. Vous voyez, ici, il n'y a plus personne. Il faut bien que les gens soient là pour montrer que nous aussi, on s'oppose à ça, quoi.
police et gendarmerie ont quitté les lieux. On s'est retrouvé avec une sorte de barricade frontale et nargué par les Roms qui ont même menacé de passer à un moment donné. Donc ça aurait pu très bien avoir des conséquences beaucoup plus graves. Alors voilà la position de ces habitants qui faisaient en tout cas obstacle ce matin à Indre. Et c'est vrai que c'est étonnant pour cette commune dont on a déjà parlé sur cette antenne, sur ce plateau. On avait reçu son ancien maire Jean-Luc Le Drain qui s'était quand même illustré par un accueil assez exemplaire des populations roms, installant même un village de la solidarité. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette commune en fait ? Alors en fait, oui, on rappelle qu'il y a 6 ans, en 2009, Jean-Luc Le Drain a été confronté exactement à la même situation. Des familles roms avaient été expulsées d'autres communes de l'agglomération. Notamment du pont de Cheviré. Notamment du pont de Cheviré. Elles sont arrivées en masse, notamment sur un terrain qui n'est pas très loin de la décharge de Tougas d'ailleurs, où elles sont restées pendant plusieurs années. Pourquoi ? Parce que le maire s'est dit... arrêtons de se lancer la patate chaude, on va essayer de prendre nos responsabilités. C'était son expression, voilà, oui. on va essayer de prendre nos responsabilités et d'essayer d'intégrer une partie de ces familles. Résultat, le village de la solidarité qu'on a vu en image tout à l'heure, c'est des mobil-homes qui ont été installés tout près de la mairie pour essayer d'intégrer des familles qui cherchaient à travailler, dont les enfants étaient scolarisés. Le résultat, c'était l'intégration et l'aménagement en maison, en dur, donc de ces familles qui sont maintenant parfaitement intégrées à Indre. Mais entre-temps, ça a marché, mais c'est vrai qu'il avait joué son mandat aussi là-dessus, M. Le Drain, et il a perdu en 2014. Il a perdu en 2014. C'est son adversaire, le divers gauche Serge David, qui a remporté l'élection. Et justement, la campagne s'est faite en grande partie sur la présence des Roms à Indre, puisque ça a créé beaucoup de polémiques. Certains disaient que la délinquance avait augmenté. On avait bien vu à travers notamment les rapports de la gendarmerie que la délinquance et le taux d'incivilité n'avait pas du tout augmenté à Indre durant cette période. Mais les a priori sont restés. Et il y a une sorte de rejet aujourd'hui parmi la majorité des habitants d'Indre sur la question des Roms. On ne veut plus voir de Roms. On l'a vu d'ailleurs sur ces images. Les gens qu'on voit ici ne sont pas forcément tous des gens réactionnaires. Oui. On voit, c'est des gens comme vous et moi qui semblent excédés par le fait de toujours être obligés d'accueillir des populations qui sont rejetées par les autres communes. Et en attendant, oui, c'est donc le maire Serge David qui essaye de gérer ce dossier depuis hier matin. Il est un peu démuni. Qui gère ce dossier. Et alors, il est effectivement complètement débordé, complètement démuni. Lorsqu'on était là, il a essayé d'aller voir les familles roms qui s'aggloméraient près de sa commune. Il a essayé de discuter avec les Roms et vous allez voir que, étonnamment, il a été très, très mal accueilli. Vous voyez bien, ils sont comme moi, ils sont seuls, ils ne savent pas où aller, sans solution, avec le temps qu'il fait, voilà. Donc, je peux comprendre leur énervement. Voilà, en gros, les Roms nous ont dit clairement partez, sinon ça va très mal se passer. Oui, y compris avec vous. Y compris avec nous, journalistes. Et c'est ce qui nous a étonné le plus avec mon confrère Simon Frey, avec qui on a tourné ce reportage. Puisque d'ordinaire, lorsqu'on intervient, nous, en tant que journalistes, sur des expulsions, les familles Roms veulent parler de leur souffrance, de leur errance, de leur situation, sans aucun problème. Et là, bizarrement, on a été clairement menacés. Il fallait absolument qu'on parte très vite, sinon ça allait mal se passer pour nous. Oui, ça devient la dégradation. On a senti qu'il y avait un climat qui se dégradait, notamment parce que les Roms n'ont plus confiance en fait dans leurs interlocuteurs. Ils ont accepté de parler après coup avec le maire et avec son adjoint chargé de l'urbanisme pour essayer de trouver une solution. Aucune solution entre-temps n'a d'ailleurs été trouvée. Et pour en revenir aussi au maire d'Indre, puisque normalement il ne doit pas gérer non plus ça tout seul, c'est une question qui intéresse aussi les communes voisines, Couëron, Saint-Herblain, et donc la métropole. Qu'en est-il à ce niveau-là ? Bien sûr, il a essayé de contacter Nantes Métropole, alors d'abord à travers son vice-président, il a essayé de contacter Nantes Métropole, puisque c'est l'agglomération qui a en charge ce dossier d'après la préfecture, puisque c'est ce que lui a dit le directeur de cabinet hier. Donc, comme un bon élève, il a appelé Nantes Métropole, qui n'a pas donné suite à ses demandes. Il a réussi à rencontrer ce matin Bertrand Affilé, le maire de Saint-Herblain, pour échanger avec lui, pour essayer de trouver une solution, pour éventuellement se répartir les familles qui cherchent un terrain où poser leur caravane. Et vous allez le voir, le maire d'Indre se sent vraiment, vraiment très seul. J'ai pas de solution à leur proposer. Clairement, j'ai pas de solution à leur proposer. Le résultat, c'est qu'ils vont rester ici encore ce soir, probablement. J'espère que... Enfin là, je sais pas. Je pense que peut-être que le département... Peut-être que la réflexion avec la métropole, je ne sais pas. J'attends une réponse, j'en sais rien. Je suis incapable de vous répondre sur ce qui va se passer. Ah oui, allô ?
Voilà, un élu complètement confus, qui ne sait plus à qui s'en remettre. Et d'ailleurs, c'est pas Johanna Roland qui l'appelait sur son téléphone portable. De Nantes Métropole, On a essayé, nous aussi, en tant que journaliste, de recueillir une réaction de Nantes Métropole qui s'engageait à retravailler ce dossier pour essayer de trouver une solution entre les 24 communes de l'agglomération. On nous a clairement dit que Nantes Métropole ne souhaitait pas communiquer sur ce dossier, donc pas de réaction de Johanna Roland ou de ses vice-présidents. Juste pour noter aussi que la police a eu une attitude un peu étrange aussi depuis quelque temps sur les évacuations de quorum, puisque celle d'hier matin a été strictement interdite à la presse, impossible d'accéder sur le terrain. On l'a vu. Ce qui est une première. Ce qui est une première. Et ce matin, nous aussi, on a été priés de ne pas accéder à un quartier qui pourtant était accessible aux habitants et aux gens qui y travaillent, y compris aux Roms, sauf aux journalistes, pour ne pas voir ce qui s'y passait. Merci beaucoup, Denis Vanier, pour toutes ces explications. Et voilà, cette émission est ainsi faite qu'on passe d'un sujet à l'autre. Et j'accueille tout de suite Laure Barthé sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, conservatrice du patrimoine, c'est votre fonction. Et avec vous, on a rendez-vous avec l'Histoire vivante. C'est le nom de cet événement qui a lieu ce week-end au château de Châteaubriand, les 2 et 3 mai. Vous allez vous retrouver plongé dans la vie médiévale à l'époque de Louis XI. C'est la 2e édition de cet événement. On va vous en dire plus tout de suite. Mais d'abord, repréciser Grand Patrimoine, qu'est-ce que c'est ? Si on va dans le jargon, c'est une régie autonome du Conseil départemental de Loire-Atlantique qui regroupe plusieurs lieux du patrimoine, des lieux emblématiques de Loire-Atlantique. Absolument. En fait, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique est né de la volonté du département de Loire-Atlantique de fédérer dans un seul et même organigramme des monuments historiques, un musée et des compétences qui étaient auparavant gérées de façon un petit peu disparate. Ce qui nous permet aujourd'hui de mettre en commun les compétences et les moyens, les ressources, et donc de créer du nouveau en termes d'offres, de médiation sur ces sites. Voilà, avec des événements fil rouge sur ces différents sites que sont le château de Châteaubriand, le château de Clisson, le musée d'Aubray à Nantes, la Garenne-le-Maux également à Clisson et l'église Saint-Sulpice-des-Landes. Il ne faut pas oublier, absolument. Qu'il ne faut pas oublier. Nous, on va s'attarder évidemment ce soir plus sur le château de Châteaubriand, c'est l'actualité. Est-ce qu'on peut redire un peu en quoi il est si important dans le patrimoine de notre département, puisque quand on va sur les sites, on dit que ça réunit 10 siècles d'histoire, c'est une belle affaire. Oui, tout à fait, c'est un monument historique assez unique en fait dans le paysage de la Loire-Atlantique. C'est un site, on va dire dans le même espace, qui regroupe à la fois un château médiéval et un palais de la Renaissance. C'est un château qui est né au XIe siècle, il surgit dans les textes au XIe siècle, le château du seigneur Briand, Châteaubriand, tout s'explique. Donc il a conservé son donjon, un système de fortification, une chapelle, un logis dans un état proche du XVe siècle. Il a également conservé une partie palatiale de la Renaissance qui a été, on va dire, forgée dans la première moitié du XVIe siècle. Pour le prix d'un, vous avez 2 châteaux en fait. Voilà, c'est ça. Et donc on est vraiment dans l'ambiance aussi médiévale, machicoulis et compagnie. On se croirait dans Game of Thrones un peu, puisque c'est très à la mode en ce moment. Vous pouvez, oui, mais après le passage des dragons, cela voilà, dit, parce ça. que voilà, tout à fait. Un petit peu plus pacifique, on peut aller visiter donc ce château. Vous avez parlé du donjon, aussi du grand logis. Il y a eu pas mal de travaux ces derniers temps au château de Châteaubriand. Le donjon en a fait partie, là c'est terminé. On en est où un peu des travaux de réfection de ce château ? Alors tout à fait, il y a eu un intense programme de rénovation sur ce site, notamment sur la partie médiévale, donc où il y a le donjon, le grand logis. Aujourd'hui, le donjon est accessible au public sur visite guidée. On peut monter tout en haut du donjon et avoir une vue tout à fait imprenable sur le territoire de Châteaubriand et sur le château lui-même, bien sûr. Tout ce qui est chapelle, petit logis avait déjà été restauré il y a une dizaine d'années. Donc ce programme de restauration achève la mise en accessibilité de toute la partie médiévale. Donc on a aujourd'hui la possibilité de proposer des visites qui n'existaient pas auparavant. Et on a un projet sur un bâtiment qu'on appelle le Grand Logis, un bâtiment du XVe siècle, d'en faire un petit musée d'ici quelques années, donc de présenter des collections issues du château et des collections également que nous avons au département pour retracer un petit peu l'archéologie de ce territoire de Châteaubriand. Et donc ça, ce bâtiment, il est en travaux encore pour un petit moment. Absolument, on a une livraison a priori fin 2016. Pour une muséographie 2017. Et l'objectif, c'est d'ouvrir un niveau après l'autre au gré du travail qu'on fera sur la muséographie. Voilà, mais en tout cas, ça n'empêche pas de visiter le reste du château, faut bien le dire et le redire. Et donc, avec ce week-end, cette reconstitution, je le disais, c'est une 2e édition. Ça avait réuni déjà 4000 personnes l'année dernière, donc plutôt un beau succès, animé par des passionnés, en fait, de cette période de l'histoire. Et c'est un cycle aussi, c'est ce qu'on disait. Ce sera le château de Châteaubriand ce week-end, le château de Clisson le week-end prochain, sur la vie civile et militaire du 12e au 14e, pour ce qui est de Clisson. Et après,
fait, donc là, à Châteaubriand, on se replonge dans la vie civile et militaire du XVe siècle. Alors, pourquoi cette période-là en particulier? Et aussi, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va y vivre? Alors, ce qu'on essaie de mettre en place, effectivement, sur ce programme d'histoire vivante qui est joué sur les différents sites du réseau Grand Patrimoine, c'est une complémentarité. Châteaubriand, on va insister sur le XVe siècle cette année, qui est un siècle qui a particulièrement marqué l'histoire et l'architecture même du château de Châteaubriand. Et en complémentarité, à Clisson, le week-end d'après, on est sur les siècles précédents. Donc ça permet, comme ça, pour un public intéressé par l'ensemble du Moyen-Âge, ou en tout cas les périodes phares, ça lui permet de passer d'un site à l'autre s'il le souhaite. De réviser tout le programme, collège, lycée, tout ça. Absolument. Et alors justement, ça vous permet de le réviser d'une façon tout à fait, je dirais, originale et puis sensible, concrète, puisque l'histoire vivante, c'est tout simplement une façon de parler de l'archéologie et de l'histoire différente, pédagogique. C'est une autre forme de médiation. Le principe, c'est qu'on recrée des costumes, des objets, rigoureusement d'après les sources historiques, archéologiques. Pourquoi je dis rigoureusement? C'est qu'on est très très loin du concept de fête médiévale ou de parc à thème historique. Il y en a un très très grand dans la région que je ne citerai pas. On est tout à fait loin. PDF, un petit peu comme ça, voilà, exactement. Les premières lettres. Voilà, donc chez nous, les Vikings n'ont pas de casque à cornes ni de bons motopates, pour résumer. Donc le principe, c'est de sortir de cette imagerie populaire qui est véhiculée sur l'épée qui pèse 15 tonnes, sur la cotte de maille très lourde, sur le pantalon de cuir. Ça, mais bien sûr que c'est pas vrai. Combien pèse une épée d'après vous? Allez, je ne sais pas, vous êtes experte en épée. Alors absolument. Une épée, au moins une dizaine de kilos, comme une caméra. 10 kilos pour la dame. Non, c'est à peu près 1 kilo. 1 kilo 800 seulement. grammes. Voilà, ça fait partie en fait des images véhiculées depuis le 19e siècle, puisque le Moyen-Âge est un âge moyen, un petit peu bâtard par opposition à la Renaissance, qui est la Renaissance de l'Antiquité. Donc on durcit le trait. Le Moyen-Âge, j'ai pas cette prétention, mais on va dire qu'avec ces passionnés, ça permet l'espace d'un week-end de présenter non pas la vérité, mais une image la plus réelle possible de ce que peut être ce Moyen-Âge, en tout cas au XVe siècle. Alors on a vu les images de l'édition de l'année dernière, on voit qu'il y a des batailles, donc on est un peu spectateur aussi de ça, mais est-ce qu'on peut être un peu acteur aussi? Oui, tout à fait. L'an dernier, une association tout à fait intéressante, l'Hermine Radieuse qui revient, proposait vraiment de voir comment on habille un chevalier de pied en cap, donc tout le passage de l'armure, et c'est relativement... on va dire complexe, sans être long, rapide et lourd, etc. Et le public était invité aussi à s'équiper. À Clisson, le week-end d'après, je ferai partie des personnes qui vont intervenir et j'inviterai des personnes du public à rentrer dans la ligne de bouclier avec moi, un peu comme dans Vikings, comme dans la série, puis de voir un petit peu ce que ça fait de marcher au pas, de tenir le bouclier, d'essayer de vivre un petit peu au rythme de la ligne de combattants. Donc c'est tout à fait interactif, sympa, sans prise de tête, et ça permet... oui, et puis le problème, moi qui suis conservatrice de musée, c'est que vous mettez un objet dans une vitrine, ça crée une distance. Personne ne peut prendre l'épée, la céramique. Là, le fait d'avoir un facsimilé parfait et de le montrer en mouvement, ça permet de casser cette distance très artificielle qu'on a dans le monde des musées. Alors, on voit bien, oui, c'est vrai que c'est ça l'objectif aussi de ce genre de manifestation, c'est que de montrer l'histoire vivante, c'est le nom de la manifestation, ça tombe bien, et de ne pas avoir cette visite un peu austère, classique, où on lit des tas de choses et on finalement retient peut-être pas grand-chose. C'est aussi une façon d'amener des gens vers un patrimoine qui est peut-être boudé par les visiteurs. Est-ce que c'est le cas au château de Châteaubriand? Alors, on a une progression vraiment intéressante sur ce château depuis à peu près 5-6 ans. Donc je dirais qu'on est de toute façon sur une dynamique de progression. Mais effectivement, l'objectif, c'est peut-être, par une programmation un peu ambitieuse ou un petit peu originale, de faire découvrir ou redécouvrir ce château. Les familles qui sont attirées, par exemple, par la programmation vont se dire « Ah, mais en fait, pas mal ce château ». Du coup, quand ils arrivent sur place, moi, j'ai toute une équipe de médiateurs qui vont leur dire « Écoutez, à telle heure, vous avez une visite commentée du donjon, une visite commentée de la partie Renaissance. » Il y a tout un programme qui se décline à côté de ça. Donc, pour nous, effectivement, c'est une façon de parler autrement et de faire connaître autrement ces monuments historiques. Comme ça avait été le cas, on en avait aussi parlé sur cette antenne, avec l'accueil du reliquaire du cœur de Anne de Bretagne. Alors après, c'est des correspondances aussi entre justement tous les sites du Grand Patrimoine. Et puis aussi, il y aura bientôt des fouilles, je crois, au château de Châteaubriand. Il y en a actuellement, en fait. Et le principe, on pourra participer. Absolument. Disons, on va pouvoir dialoguer avec les archéologues, tout à fait. On a déjà engagé cette programmation l'an dernier, donc on réitère. On a des archéologues qui fouillent actuellement, donc c'est des journées portes ouvertes. Et on a au-delà de ça un programme vraiment autour de la fouille archéologique, globalement de la fouille au musée, à Châteaubriand, où on invite le public scolaire, le grand public, à venir dialoguer avec les archéologues et même à participer à un petit carré de fouille, donc à se mettre pour quelques heures dans la peau d'un archéologue. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, on va redire quand même que ça se passe samedi et dimanche de 11h à 18h. Et même s'il pleut, il y a une solution de repli dans le château. Absolument. Donc on peut y aller, même malgré la mauvaise météo. Il y a aussi quelques animations payantes. Oui, alors c'est le programme de visite en fait qui se décline, c'est un petit peu à la carte. Évidemment, l'accès est gratuit, donc toutes les animations d'histoire vivante sont gratuites. Et on a un système de visite
visites guidées approfondies qui sont payantes et à des tarifs, je tiens à le dire, tout à fait modiques. 3 euros. Ouais. 3 euros le donjon, 3 euros la visite du château avec justement des personnages en costume. Voilà. Et aussi un atelier jeu de loi pour les enfants. On le précise. Hein. Voilà, chaque fois on essaie de décliner des jeux particuliers pour les enfants. Et donc cette particularité, à l'extérieur évidemment tout est en accès gratuit et quelques troupes présenteront des animations dans quelques salles du château qui seront accessibles sur visite guidée. Voilà. Ça donne envie d'aller à Châteaubriand et puis depuis Nantes il y a le tram-train maintenant donc vous n'avez plus d'excuses. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces explications et puis vous restez avec nous parce qu'on accueille tout de suite notre chroniqueur cinéma qui ne parlera pas du Moyen-Âge mais qui revient un peu en arrière, il va parler de préhistoire. Et on accueille Alexis, je vais parler un petit peu vite, on accueille Alexis, notre tout nouveau chroniqueur, bonsoir. Bonsoir. Adepte de cinéma et qui nous parlera des sorties nationales quand il voudra, ou alors de ce qui se passe chez nous, dans nos salles locales qui sont particulièrement actives sur les départements. Et ce soir, on redécouvre un classique de chez Classique qui s'appelle Jurassic Park, un classique qui n'a pourtant que 20 ans, enfin 22 ans maintenant. Ouais. Donc le film est sorti effectivement en 1993, réalisé par Steven Spielberg, tiré d'un livre de Michael Crichton, spécialiste des thrillers mais aussi un peu de science-fiction. Il avait d'ailleurs collaboré au scénario lui-même avant son décès au début des années 2000. Le film donc repasse au cinématographe, il est déjà passé 2 fois, il repasse une dernière fois, donc ne manquez pas cette dernière projection, ça sera à 20h30 dimanche prochain, donc le 3 mai. En rentrant de Châteaubriand, c'est parfait, ça colle. Et le film sera projeté en version originale sous-titrée en français, comme tous les films au cinématographe, mais c'est l'occasion de voir ce film en version originale, puisque comme beaucoup, à mon avis, l'ont découvert au cinéma en 93, à l'époque, il y avait assez peu de VO, et puis après, on l'a peut-être vu à la télévision ou en cassette vidéo, même chose, il y avait très peu de versions originales, donc là, c'est l'occasion de le découvrir tel qu'il a été tourné. Les films, en même temps, de notre enfance qu'on a vu en VF, on a du mal à les voir en VO après, mais bon, ça peut être une expérience. Hein. Surtout qu'il est sorti assez tardivement en DVD pour justement pouvoir profiter des différentes... puisque tout le monde l'avait déjà vu, donc il n'y avait pas tellement de demandes, bref. Ouais. Le film lui-même est une grande réussite. Bon, je pense que tout le monde ici l'a vu derrière on a un votre souvenir écran. Plus ou moins précis, mais je dirais même qu'il est repassé il y a pas longtemps sur le câble et que je me suis délectée de le regarder. Ah bah voilà. Oui, c'est le genre de film qui, lorsqu'il passe à la télévision, il est difficile de passer sur une autre chaîne, puisque même si on connaît, même si on sait exactement ce qui va se passer, on est justement pris par la magie du cinéma. Ouais. Et ça, c'est du grand Spielberg à la réalisation. C'est justement un mix, un mélange assez parfait de ce qu'il est capable de faire entre le film d'horreur et le film pour enfants. D'ailleurs, dans les années 80, il a vraiment collaboré à créer ce qu'on peut appeler le film d'horreur pour enfants, avec sa société Amblin, les films qu'il produisait, ceux qu'il réalisait. Ceux qu'il a produits, il y avait par exemple les Gremlins. Ceux qu'il a réalisés, il y avait bien sûr Rencontre du troisième type et puis E.T. Bah oui, E.T. Et du coup, voilà, 82. On voit des images un peu là justement de Jurassic Park. C'est la scène clé là, du film. On spoil complètement, mais bon, tout le monde l'a vu. C'est l'arrivée du Tyrannosaure Rex, le grand méchant du film, qui n'est pas tellement méchant, mine de rien, puisque c'est surtout une force de la nature. Voilà, on voit bien le côté film d'horreur pour enfants là, non, parce que du coup, il y a des enfants, ils sont là, et il y a du sanguinolent aussi, qui fait peur. Et du coup, c'est vraiment le mélange entre E.T. et les Dents de la Mer. Ouais. Cette fois-ci, c'est donc même chose, un très grand monstre avec des très grandes dents qui marche, le voici. Et voilà, on a coupé un peu. Parce qu'il faut pas faire peur trop quand même, à une heure de grande écoute. Faut pas faire peur, effectivement. Mais le film donc, a été un triomphe à son époque et est encore aujourd'hui l'un des films qui a rapporté l'un des plus gros succès du box-office de tous les temps. Un triomphe public et critique également, puisque 1994, le film est sorti en 93, mais début 94, il y a eu les Oscars et c'était l'année Spielberg, puisque la même année était sortie La Liste de Schindler, ce qui fait que les deux films combinés, Jurassic Park et La Liste de Schindler, ont obtenu 10 Oscars à eux deux, ce qui fait qu'il est reparti avec, un caddie, un sac rempli d'Oscars. De refaire construire une deuxième cheminée pour mettre toutes ces récompenses. Et la grande réussite du film, c'est effectivement les effets spéciaux qui étaient révolutionnaires pour l'époque, donc un mélange d'images de synthèse et d'animatronique, donc en fait d'énormes marionnettes, la taille d'un T-Rex. C'est tellement réussi qu'encore aujourd'hui, on fait
les effets spéciaux sont invisibles et c'est quand même ce vers quoi tend. Ça a bien vieilli, quoi. C'est ça aussi que vous dites. Très bien vieilli. Donc à voir ou à revoir, hein, du coup, Jurassic Park, en sachant, parce qu'il nous reste une minute, qu'il va y avoir un nouveau Jurassic Park au mois de juin. On en dit un petit mot. C'est ça, Jurassic World, donc le 4e de la saga. Il y a eu Le Monde Perdu, il y a eu Jurassic Park 3 tout simplement, et celui-ci, donc Jurassic World, prend la suite directe du 3. Donc c'est véritablement dans la continuité. C'est pas un reboot, c'est pas une recréation du. C'est pas un préquel, c'est pas un reboot. J'aime bien ce mot-là. C'est une vraie suite. C'est juste la suite et c'est ce qu'on voulait finalement. Enfin, je pense, les vrais fans. Ouais. Mais cette fois-ci, et comme dans le livre de Crichton, le parc fonctionne. Donc, alors bien sûr, les choses vont très mal se passer, les dinosaures vont être lâchés et vont probablement tuer quelques civils, mais le parc est en pleine, marche totalement, il y a plusieurs milliers de personnes dedans et il y a encore plus de monstres. Et puisque le livre lui-même était de la science-fiction qui jouait avec la génétique, mine de rien, puisque pour recréer des dinosaures, il faut mélanger justement leur ADN, là, une fois qu'on l'a retrouvé, cette fois-ci ça ira plus loin puisqu'ils vont créer des nouveaux dinosaures encore plus féroces. On n'en dira pas plus, hein, on ne va pas spoiler. En tout cas, si on veut revoir Jurassic Park, c'est au Cinématographe ce dimanche. On peut aller voir le site avant de voir le numéro 4, évidemment. Merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir suivis.